Bienvenue à tous. Le M23, mouvement rebelle défait en 2013, se signale à nouveau dans l'est de la RDC. Sa dernière attaque spectaculaire a fait une trentaine de morts parmi les militaires congolais, selon certaines sources locales. Les responsables de ce mouvement, qui se fait également appeler Armée révolutionnaire du Congo, disent que leurs hommes ne font que se défendre face aux attaques des FARDC. Ils accusent aussi Kinshasa de n'avoir pas respecté ses engagements dans le cadre de l'accord de Nairobi de 2013, notamment en ce qui concerne le rapatriement et la réinsertion des ex-combattants. Quoi qu'il en soit, le M23 semble revenir en activité depuis le mois de novembre avec plusieurs attaques qui leur sont attribuées alors que la zone est déjà lourdement affectée par des activités des nombreux groupes armés dont les ADF. Qu'est-ce qui explique cette reprise des combats avec les M23 ? Où en est le programme désarmement, démobilisation et réintégration dans l'est de la RDC? Comment venir à bout de l'insécurité? Réponse avec nos analystes. Les ex-rebelles du M23, mouvement du 23 mars, ont ressurgi dans le territoire de Rutshuru, situé au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Leurs affrontements avec l'armée congolaise ont causé la fuite de plus de 8000 ménages. La situation humanitaire se dégrade dans la zone et les autorités locales appellent à l'aide. Les détails avec Jenny Kapumbovila. Au pied du volcan éteint Mikeno, dans l'est de la République démocratique du Congo, des villages entiers sont déserts. Les habitants ont fui cette semaine des affrontements violents entre l'armée et les ex-rebelles du M23, qui auraient fait une trentaine de morts parmi les militaires. Nous passons la nuit à la Belle Étoile depuis 3 jours. Nous mourons de faim et nous manquons même de l'eau pour boire. Personnellement, je porte le même habit depuis 3 jours. C'est comme ça que j'ai fui. Même chose pour mes enfants. Nous avons fui dans la panique. Il n'y avait aucun moyen de prendre quelques biens de valeur. Nous n'avons même pas de matelas ou de nattes pour dormir un peu paisiblement. Après 2 jours de combat, le calme est revenu, mais les villageois craignent de nouvelles attaques et ne sont pas prêts à rentrer chez eux. Les villages de la région sont vides. À Niessessi comme un Gungo, les maisons ont été pillées. Ne sachant pas où aller, une centaine de familles s'est installée là, dans une école primaire et à la paroisse. La vie s'organise tant bien que mal. Quand nous avons fui, les rebelles en ont profité pour piller tous nos biens. Je n'ai rien apporté dans ma débandade, même pas un habit. Nous apprenons même que tout est déjà pillé. Là, nous n'avons aucune autre issue. Même si nous rentrons, nous n'allons rien retrouver dans nos maisons. Nos enfants ont très peur. Le M23, également appelé Armée révolutionnaire du Congo, est issu d'une ancienne rébellion tutsi congolaise du Nord Kivu, jadis soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, pays frontaliers de cette province en proie depuis plus de 25 ans aux violences de nombreux groupes armés. Des sources locales établissaient mercredi à plus d'une vingtaine le nombre de militaires tués par le M23 dans la nuit de lundi à mardi à Niessessi sur le territoire de Rutshuru. Nous étions dans nos champs à Rougari quand nous avons entendu des détonations d'armes lourdes et légères. Des rebelles étaient sur une colline et des soldats en dessous dans une plaine. Du coup, nous avons décidé de fuir avec nos enfants et nous nous sommes retrouvés ici, à Kibumba. Nous n'avons rien pris comme bien de valeur dans notre débandade. Dire que ces rebelles sont associés au Rwanda est un non-sens, a répliqué le président rwandais Paul Kagame dans une interview au magazine Jeune Afrique publiée vendredi. Certains villageois disent que les hommes du N23 leur ont affirmé ne pas chercher à occuper le pays, mais être intégrés dans l'armée congolaise conformément à des accords conclus, mais qui, selon eux, n'ont respecté. Le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri sont depuis mai dernier sous état de siège, une mesure qui donne plein pouvoir à l'armée et à la police, mais n'est pas parvenue jusqu'à présent à mettre fin aux violences. Merci beaucoup, Jenny. Et à présent, nos invités pour le débat. Dans le studio de Bruxelles, Henri-Désiré Zouzi, vous êtes analyste politique et également producteur associé du JT diplomatique.
À Goma, nous avons Regan Miviri. Vous êtes avocat au barreau de Goma. Également, vous êtes analyste au baromètre sécuritaire du Kivu. Et à Rutshuru, nous avons Jackson Boula. Vous êtes le vice-président de la nouvelle société civile du territoire de Rutshuru. Et justement, Jackson, vous êtes sur place, le territoire où la dernière attaque du M23 a eu lieu. On me dit qu'on vient de vous perdre. On va essayer de... Voilà. Vous êtes en ligne, Jackson? Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que cette attaque est vécue sur place? Quel est un peu l'état d'esprit des populations? Merci pour la question. L'attaque a été menée d'abord la nuit du 24 au 25. Et c'est cette nuit-là que la population a commencé à prendre des bagages et sortir dans leur village. Précisons que les villages qui ont été touchés, ils sont au nombre de 10 villages qui ont été touchés dans le groupement de Rugari. Et il s'agit du village de Mukefu, de Ruhanga, de Ngugo, de Butaka, de Kigeri. Une dizaine de villages, en fait. Comment... Oui, mais... Allez-y. Comment est-ce que tout cela est vécu par les populations? Exactement. Tout ça a été vécu par un esprit de stress, de désolation, parce que toutefois, quand les rebelles vont entrer, on a déjà des rumeurs ou des informations en avance qu'il y aura une incursion des bandits ou des rebelles. Et toutefois, il y a des personnes suspectes qui entrent dans les villages et on informe les services de sécurité pour qu'ils agissent peu en avant. Malheureusement, ce qu'on a connu, ça n'a pas été le cas où on a vu que les gens ont commencé à fuir la nuit, ce qui n'était pas d'habitude. D'accord. C'est en train d'être vécu à se déplacer dans les écoles, dans les églises. Ce qui est désolant, c'est le pillage qui a été fait à des niveaux, dans les villages, dans les différents villages qui ont été touchés. Il s'agit du village, dans les 10 villages dans le groupement de Ksigari. D'accord, Jackson, alors, on comprend un peu, vous expliquer cette situation de psychose que les populations vivent. Alors, Regan Miviri, comment est-ce que vous expliquez l'ampleur de l'attaque contre les positions des FARDC à Nisisi, avec des pertes aussi lourdes? On parle même d'un colonel qui aurait perdu la vie. Le M23 est-il mieux armé ou c'est plutôt l'effet surprise? Les M23 étaient mieux armés parce que ce n'était pas la première attaque. Il s'agit d'une énième attaque sur les 5 attaques qui viennent d'effectuer, en commençant par la première attaque qui a été vécue dans le groupement de Kibumba. D'accord. Je posais justement la question à Regan. Vous êtes là, Regan? Alors, je vais aller... à Bruxelles. Henri, comment cette résurgence du M23 est vue dans les cercles du pouvoir à Kinshasa quand on sait que le président s'est rendu dans l'Est et avant cela, il avait décrété l'état d'urgence face à l'insécurité persistante? Peut-on parler de nouveaux casse-têtes face à cette nouvelle situation? Alors, pour comprendre la genèse en fait du M23, il faut remonter à l'accord de Lusaka du 9 juillet 1999, puisque à l'époque le RCD Goma, qui est en fait la vitrine politique de l'époque, qui a déjà dans sa branche armée certains éléments que l'on reconnaîtra plus tard. On peut citer Mutebussi, Nkunda, Tanganda et Sultani Makenga, font déjà partie à l'époque de la branche armée du RCD Goma, signataire de l'accord de Lusaka, au même titre que le MLC. Malheureusement, cet accord ne sera pas respecté puisqu'il aura fallu mettre en place un mécanisme de proximité pour relancer les négociations. Je vous en parle d'autant plus volontiers que j'étais l'un des experts du gouvernement congolais, et nous allons aboutir à l'accord de Pretoria qui sera endossé en 2003 à Sun City et qui consacrera le fameux schéma 1+4 où le RCD Goma est représenté dans les institutions par Azarias Rouberois. Le problème, c'est que la branche armée de l'époque n'est pas satisfaite et un an plus tard, en 2004, c'est Bukavu et Goma qui sont pris pour cible. S'en suivra évidemment une lutte qui va durer pendant
de nombreuses années, jusqu'en 2009, où on aboutira à cet accord de l'hôtel Ioussi, accord du 23 mars, qui sera signé par le CNDP de l'époque, avec notamment Laurent Nkunda. Mais cet accord, une fois de plus, ne sera pas respecté, en tout cas du point de vue du CNDP, puisque à l'époque, il était prévu que les éléments de ce mouvement politico-militaire soient versés dans l'armée, entrent dans les institutions et bénéficient d'une sorte de démobilisation et d'un désarmement. Le problème, c'est que rien de tout cela ne sera mis en place. Il faudra attendre évidemment l'accord cadre d'Addis Abeba pour créer un consensus dans la sous-région entre les 11 pays de la CIRGL pour trouver un moyen de pouvoir enrayer cette menace. Et parmi ces moyens, il était demandé aux pays voisins qui en avaient la capacité de créer les conditions d'un retour à la paix, puisque vous l'avez évoqué dans vos commentaires. Le Rwanda et l'Ouganda, à l'époque, soutenaient ce fameux M23 qui sera créé en fait au mois de mai 2012 pour protester précisément contre la non-application de l'accord. Et c'est finalement le 12 décembre 2013 à Nairobi que sont signées les fameuses déclarations, je précise, signées séparément et qui permettront pendant presque 9 ans d'observer une forme d'accalmie. Cela étant, le M23 s'est dispersé. Plusieurs chefs se sont succédés, certains se sont réfugiés en Ouganda, d'autres au Rwanda. Aujourd'hui, on sait que depuis plusieurs mois, il y a une résurgence. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire tout simplement qu'à l'approche des élections de 2023, le M23 vient tout simplement nous rappeler à son bon souvenir qu'il est un acteur qui compte, et c'est aussi une manière de contraindre Kinshasa à de nouvelles négociations. D'accord. Alors, Jackson, chaque fois qu'il y a des attaques, et comme on l'a vu dans le reportage, il y a un déplacement massif de population. Comment est-ce que les autorités locales, les organisations humanitaires et la MONUSCO répondent à cette situation d'urgence? Pour les cas d'espèce, pour cette période, je vis la MONUSCO maintenir. Là, je crois qu'on a quelques soucis. On va essayer de... Allez, on va vous retrouver. Reagan, j'ai envie de vous demander, alors, parmi les griefs que le porte-parole du M23, le major Willy Ngoma, cite, il y a la question de l'intégration, de la réintégration. Et vous avez écrit justement un article sur cette question du DDR pour le Kivu Security Tracker. Il y a eu plusieurs programmes de réinsertion d'ex-combattants qui ont échoué. Alors, pour cette fois-ci, est-ce que vous êtes optimiste quant au programme mis en place par le président Tshisekedi? Ça serait difficile d'être optimiste avec la réalité qu'on voit sur place, en fait, parce que la résurgence du M23 vient nous rappeler déjà qu'il y a un passif, parce que, par exemple, le M23 avait obtenu dans les négociations avec le gouvernement de réintégrer l'armée congolaise, pendant que le nouveau programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire ne prévoit pas que les rebelles puissent encore réintégrer l'armée. Et donc c'est cette contradiction-là entre les anciens accords et les principes du nouveau programme qui vont faire en sorte que il ne va pas marcher, parce que tous les groupes armés, tous les combattants entendent réintégrer l'armée. Pourtant, ce n'est pas possible, et tous les bailleurs internationaux, les partenaires internationaux, ils ont dit que ça, c'était une ligne rouge. Donc, il n'est pas possible de réintégrer des gens qui ont commis des crimes dans l'armée, parce que ça serait comme une prime aux criminels. Et donc, ça va être un grand dilemme, et ça va faire en sorte que le programme aura des difficultés à réussir. Mais on parle aussi du financement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de moyens pour que ce programme puisse être financé, mais aussi l'aspect projet de développement qui doivent accompagner ce programme pour accueillir tous ces combattants qui ne devront pas aller dans l'armée, mais qui vont quand même aller dans la vie active de réinsertion. Justement, voilà. Henri, il faut de moyens pour ça.
Absolument. Henri, justement, c'est donc Emmanuel Tomi Tambwe Rudima qui est nommé au poste de coordonnateur national du nouveau programme de désarmement et démobilisation depuis le mois d'août dernier. Alors, démobiliser et réinsérer, soit dans l'armée, soit dans la vie active, cela demande quand même beaucoup de moyens. Comment est-ce que le gouvernement doit s'y prendre pour que ce nouveau programme réussisse là où les autres ont échoué ? Alors, il faut rappeler qu'avant la mise en place de ce nouveau programme, on rappelle démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Il y a eu la dernière phase, la troisième phase du programme DDR3 qui remonte à 2015. 2015, donc pendant 7 ans, eh bien, ce programme a fait la démonstration de son échec. Aujourd'hui, il va falloir tirer les leçons de cet échec, essayer, j'allais dire, de réajuster les choses, d'abord en dotant suffisamment de moyens pour la mise en œuvre de ce programme et ensuite, évidemment, en changeant d'une certaine manière de paradigme, puisque jusqu'ici, la stratégie des groupes armés était d'obtenir ou d'arracher au gouvernement un certain nombre de concessions, on l'a rappelé tout à l'heure, une réintégration dans l'armée, une affectation éventuelle dans les instances de l'État, et ensuite un certain nombre d'avantages, l'amnistie, ce qui aujourd'hui du point de vue des bailleurs est inacceptable. Il va falloir donc jouer serré. À l'heure actuelle, il y a une expérience qui est en cours dans l'Ituri avec la task force qui est coordonnée par Thomas Lubanga. C'est aussi une piste qui consiste en fait à aller au plus près des chefs rebelles pour leur donner éventuellement les avantages de pouvoir déposer les armes et de pouvoir être réinsérés dans les meilleures conditions, tout en préservant, j'allais dire, l'unité nationale, mais surtout en créant les conditions d'une paix durable. Et c'est effectivement une difficulté dès lors que nous sommes aujourd'hui toujours, je termine par là, en état de siège, et que par conséquent, à aucun moment, l'attention de l'État ne peut en tout cas fléchir et doit continuer à produire ses effets pour rétablir et restaurer son autorité. Alors, j'allais vous demander, justement, vous parliez des chefs rebelles. Il y a aussi les rebelles qui ne sont pas, enfin, qui n'ont pas accès, disons, aux négociations, et peut-être qu'eux aussi, il faudra les prendre en considération. Il y a plusieurs centaines de groupes armés qui sont actifs à cheval entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Certains même nouent des alliances de circonstances. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, seuls ceux qui affichent en tout cas une bonne disponibilité d'esprit pour discuter apparaissent. Si l'on va dans l'Ituri, on sait aujourd'hui que la Codeco, par exemple, et le front des patriotes intégrationnistes congolais ne veulent pas de cette initiative pour la simple et bonne raison que celui qui a été nommé coordonnateur à la tête de cette task force a lui-même un passé de chef rebelle. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Laurent Mipassa à Kinshasa écrit « La sécurité et la protection des populations et de leurs biens rentrent dans les prérogatives de l'État. Quant à la résurgence du M23, je dirais justement que les pays de la région des Grands Lacs sont complices de tout ce qui se passe actuellement. Et je me demande où sont les effets de la diplomatie du président Tshisekedi dans tous ces pays. Nous sommes capables de restaurer la paix dans l'Est à condition qu'on mette de côté les appartenances politiques et que les intérêts du pays soient privilégiés. » Et puis Patrick Roche à Goma nous dit « Tout est parti du refus de notre gouvernement de respecter les engagements qu'il a pris avec ce mouvement rebelle à Nairobi en 2013. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public.
Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités dans nos studios de Bruxelles, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. À Goma, nous avons Regan Miviri, avocat et analyste au baromètre sécuritaire du Kivu, et à Rutshuru, Jackson Boula, vice-président de la nouvelle société civile du territoire de Rutshuru. Justement, Henri, la question sécuritaire dans l'Est doit être vue sous l'angle régional, hein, selon beaucoup d'analystes. Les polices rwandaises et congolaises cherchent à collaborer. On a un récent accord de coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC. Comment capitaliser sur tout cela ? Alors d'abord, ce n'est pas une première, puisque déjà en 2009, il y a eu l'opération Umoja Wetu, opération militaire conjointe entre l'armée nationale congolaise, dont la FRDC, et l'armée rwandaise, et puis les opérations Sokola 1 et 2 avec l'armée ougandaise. À l'époque, ça n'avait pas donné de résultat, puisqu'à l'époque, l'objectif était d'abord d'éradiquer les dernières poches de résistance des FDLR, pour ce qui est du Rwanda, et bien évidemment d'éradiquer la menace ADF-NALU du côté ougandais. Aujourd'hui, il y a évidemment une répétition de l'histoire, avec évidemment en toile de fond cette exigence qui avait été formulée lors de l'accord cadre d'Addis Abeba du 25 février 2013, qui recommandait au pays de pouvoir collaborer sur le plan sécuritaire, histoire de créer un environnement favorable et propice à la paix. Aujourd'hui, il y a une volonté de toutes les parties d'y parvenir. Ce n'est pas du goût de tout le monde, on le comprend, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ce type de coopération et il va falloir donner du temps au temps pour que cela produise des effets. Donner du temps au temps. Alors, Regan, pourquoi les populations de Goma n'ont pas bien vu cette collaboration entre les polices congolaises et rwandaises qui aurait permis un déploiement d'éléments venus du Rwanda à Goma ? Oui, c'est plus en fait une question de mémoire. En fait, on doit se rappeler qu'en fait les blessures sont encore fraîches. Pendant les deux guerres du Congo, le Rwanda et l'Ouganda ont joué un rôle négatif. Ils ont soutenu des groupes armés, mais aussi se sont impliqués directement et en faisant beaucoup de morts sur le territoire congolais. Et la population a encore cette image en tête. Et donc, c'est difficile aujourd'hui. Mais beaucoup constatent quand même une amélioration des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, non ? Oui, mais ces relations diplomatiques sont basées sur l'oubli, pendant que la population n'est pas d'accord avec ça. La population parle des questions de justice, des questions de responsabilité et de redevabilité. On ne doit pas juste oublier l'histoire et répartir sur du nouveau. On doit prendre en compte l'histoire, mais aussi, en fait, et surtout, on doit faire en sorte que le Congo puisse d'abord prendre ses responsabilités et après puisse être accompagné par les autres acteurs. Mais si il s'agit plutôt de sous-traiter la sécurité par d'autres armées, pendant qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les intentions de ces différents gouvernements, ça ne réussira pas. Et aussi, il y aura cette difficulté parce que la population ne va pas collaborer pendant qu'on en a besoin. Surtout dans le conflit à l'Est, on a besoin que la population soit du côté du gouvernement pour que l'on puisse être capable de gagner la guerre et d'avoir la paix encore à l'Est. Alors Jackson, perception ou réalité, mais la RDC quand même est obligée de travailler avec ses voisins, non, pour venir à bout de ces groupes. Quel type de coopération vous attendez, Jackson ? La RDC entend un type de collaboration gagnant-gagnant. Parce que de la manière dont la RDC engage des accords de collaboration avec ses partenaires, il les négocie à position de faiblesse. Et pourtant, il devrait d'abord renforcer sa sécurité interne.
Donc si les accords de la RDC devraient d'abord être fondés sur la sécurité interne, et puis on négocie avec position des forces parce qu'on a des structures déjà organisées, des structures déjà stables. Malheureusement, la RDC négocie des accords avec des structures faibles. Mais aussi, on peut considérer que la RDC a moins de partenaires crédibles. C'est ce qui fait que toutes les fois que la RDC négocie des accords, ces accords sont dans l'état de l'échec, ces accords sont violés, sont bafoués par ses partenaires. Donc, la RDC a besoin des accords solides, des accords qui sont fondés sur une force interne, une force centrée sur la réforme de l'armée, de la sécurité, mais aussi une force centrée sur la sécurité de ses frontières. Tant que ces trois facteurs ne seront pas réunis, les accords, toutes les fois que la RDC négocieront les accords, ces accords seront sans effet. Alors, peut-être, Henri, on va aborder cette question du développement. On entend souvent dire, pour ce qui est par exemple de la crise sécuritaire au Sahel, que la solution n'est pas que militaire. Peut-on dire la même chose aussi pour la RDC? Et la question du développement doit-elle être mieux intégrée dans la solution globale face à l'insécurité? Oui, bien évidemment, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables. Il y a d'abord l'application, j'allais dire, des conventions liant les pays autour d'accords intra-régionaux. Il y a ce fameux programme de démobilisation des armements, relèvement communautaire et stabilité. Il y a aussi, et c'est très important, un besoin de communication pour une plus large implication de la population, parce qu'il faut quand même rappeler une chose importante, c'est que le conflit à l'est de la RDC a deux dimensions, une dimension interne et externe. La dimension interne, c'est bien évidemment ces groupes armés qui, au fil des ans, se sont installés dans la facilité en pillant ostensiblement les richesses nationales, et puis des conflits ethno-tribaux. Et puis la dimension externe, évidemment, ce sont certains pays voisins qui, pendant très longtemps, ont vécu en situation de rente sécuritaire, en soutenant soit des groupes armés, ou alors en essayant d'éradiquer des groupes armés qui étaient en opposition contre eux. Et on pense évidemment aux ADF pour ce qui est de l'Ouganda et au FDLR pour ce qui est de... Justement, sommes-nous dans une nouvelle dynamique ou pas sur le plan diplomatique? Je posais la question un peu plus tôt. Alors, on est dans une nouvelle dynamique parce que récemment encore, on a vu qu'après la brouille entre le Rwanda et l'Ouganda, il y a une forme de normalisation. La RDC a compris qu'il était peut-être important aussi de coupler cet effort, j'allais dire, de stabilisation avec une normalisation de relations, parce que ces deux pays sont condamnés à vivre éternellement. Les hommes passeront, mais les institutions resteront. D'accord. Alors, Regan, sur cette question du développement pour faire face à la crise sécuritaire, quel est un peu votre point de vue rapidement? Oui, je pense que c'est vraiment important que l'aspect développement soit pris en compte, parce que le tout militaire n'a pas réussi, mais bien sûr, les opérations militaires doivent continuer, parce que de toute façon, pour la protection des civils, c'est important qu'il y ait des militaires qui puissent faire face à ces rebelles. Mais le côté développement, c'est à long terme, mais c'est aussi en termes de relèvement de toutes ces communautés qui ont été affectées. Parlons par exemple de la région de Beni. Pendant plus de 7 ans maintenant, les activités économiques sont vraiment presque à l'arrêt, parce que les ADF tuent partout en fait. Ce sont les régions les plus riches en termes de produits agricoles qui ne peuvent plus se produire. Donc on a besoin de la paix pour que le développement puisse encore se reprendre. Merci beaucoup. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.